Bonsoir à tous et à toutes. Ça fait un peu étrange de ne pas trop vous voir ce soir. Bienvenue à cette conférence intitulée Cartographier le fleuve Saint-Laurent au 17e et 18e siècle. Mon nom est Jean-François Palomino. Je suis à l'emploi de BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, depuis plusieurs années déjà à titre de cartothécaire. Donc, en quelque sorte, un bibliothécaire spécialisé en cartes géographiques. Et je suis également coordonnateur à la recherche et à la diffusion des collections. Alors, je suis très heureux d'être avec vous, en compagnie de mon collègue Alban Berson, également cartothécaire, et qui s'est lui aussi prêté au jeu il y a quelques semaines déjà de cette conférence en ligne. C'est une conférence donc, qui s'inscrit dans la série des visites conférences mémoire de papier qui sont offertes habituellement à BANQ Rosemont, la petite patrie, depuis 3 ans. C'est une série qui vise à présenter au public l'émission de la Bibliothèque nationale du Québec et qui vise aussi à faire connaître divers documents tirés de ces collections. En raison de la pandémie, évidemment, vous ne pouvez plus nous visiter sur les lieux et nous en sommes vraiment tristes, mais nous poursuivons l'expérience en ligne afin que vous puissiez nous écouter tout en restant en sécurité à la maison. Alors, la présentation devrait durer 45 minutes, 1 heure, avec 2 périodes de questions, l'une à la mi-temps, disons, et l'autre à la toute fin. Alban prendra les questions que vous poserez dans le chat box, comme disent les Français, soit la boîte de discussion que vous pouvez faire apparaître, je crois, en cliquant sur votre écran. Aussi, si vous nous posez des questions qui nécessitent des recherches plus approfondies, nous pourrons les prendre en note et vous répondre plus tard si vous nous laissez vos coordonnées. Alors, plusieurs d'entre vous le savez déjà, BANQ possède un très grand nombre de cartes géographiques qui représentent le Québec. Ces cartes permettent d'apprécier l'occupation du territoire, les modifications dans le temps à cette occupation. Elles permettent aussi d'apprécier l'évolution de la connaissance du territoire et de sa représentation. On trouve évidemment dans les collections plusieurs cartes du fleuve Saint-Laurent, cours d'eau au cœur de l'histoire du Québec. Depuis 20 ans, BANQ numérise ces documents pour les rendre plus facilement accessibles et je vous invite à explorer le site BANQ numérique pour repérer plusieurs d'entre elles qui ont été numérisées et que vous pourrez examiner dans le détail. Même j'invite Alban, s'il le peut, à diffuser un lien dans la boîte de discussion à partir duquel vous pourrez ensuite découvrir la collection. Au 20e siècle, plusieurs de ces cartes ont été produites par le Service hydrographique du Canada, comme celle que vous voyez à l'écran, qui montre les environs de Trois-Rivières et du Cap de la Madeleine en 1907. Au 19e siècle, les principales cartes marines étaient produites par le Bureau hydrographique de l'Amirauté britannique, notamment par l'amiral Bayfield, qui a parcouru et cartographié le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs pendant une 40aine d'années. On trouve dans les collections de BANQ quelques cartes du fleuve à l'époque de la Nouvelle-France. Nous verrons comment cette cartographie a lentement évolué au cours des 17e et 18e siècles. Pour comprendre cette évolution, dans le cadre d'une recherche doctorale, j'ai exploré d'autres fonds d'archives que ceux de BANQ, notamment ceux de la Bibliothèque nationale de France, du Service historique de la Défense à Vincennes en France et des Archives nationales de France. Si vous le permettez, je vous propose donc de reculer plus loin dans le temps au 16e siècle, à l'époque des premières rencontres entre autochtones, habitants des lieux et les visiteurs, ces premiers navigateurs européens à explorer le fleuve. Voici donc un exemple d'une carte des années 1540. En fait, pour être plus précis, elle date de 1547, soit l'une des plus anciennes qui nous soit parvenue. Elle est l'œuvre d'un cartographe inconnu, basé à Dieppe, en Normandie, un certain Nicolas Vallard. On peut la retrouver aujourd'hui dans une collection californienne. Son auteur n'a probablement pas voyagé sur les lieux, mais a colligé les informations provenant d'expéditions européennes, notamment celles de Jacques Cartier et de Robert Val, qui sont probablement illustrées au bas de la carte.
Les toponymes qu'on y trouve témoignent des rencontres entre Européens et Autochtones. On peut lire à la fois des noms portugais, voyez comment est désigné le fleuve Rio do Canada sur la gauche, des noms français, par exemple Sept-Îles, l'île d'Orléans, l'île aux Coudres, et des noms de villages autochtones comme Canada, Stadacone, Hochelaga. Je vous laisse un peu de temps pour la lire. Ce qui est intéressant de cette carte que j'aime bien montrer, c'est justement le fait qu'on retrouve ce mélange de diverses provenances, mais aussi des noms donc, avec lesquels on est familier, qu'on trouve dans les récits de Jacques Cartier, par exemple. Mais on en trouve d'autres également qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, la carte devient une source historique intéressante. Juste pour vous donner quelques exemples, ici, là, je souligne Châteaubriand, Gros Grain, Grosse Femelle, probablement le plus inusité, les plus intrigants, et Saint-Malo. Vous avez le sceau qui est, dans le fond, le point ultime où on pouvait se rendre sans être vraiment obligé de débarquer de son navire. Vous avez aussi maintenant à l'écran, là, je fais un saut de quelques décennies. Nous sommes en 1601. C'est une carte donc, de l'océan Atlantique qui montre les connaissances qu'on avait alors des rives de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Si on zoome sur l'Amérique du Nord, on voit en détail, un peu plus en détail, ce qu'on connaissait du fleuve Saint-Laurent, qui est décrit, encore une fois, jusqu'au Sceau. Vous avez encore cette mention, la rivière du Sceau. Vous avez la mention Mont-Royal aussi. Comme la précédente, donc elle a été faite à Dieppe et elle comporte des noms français et autochtones, notamment le lieu Québec, ici, qui apparaît pour la première fois dans une documentation écrite. Donc, c'est sur une carte géographique, celle-ci, qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France. Donc, Québec, un lieu dont l'existence était connue des Français à l'époque, avant même la fondation du poste colonial de Québec en 1608. Celui qui fonde ce poste colonial, Samuel de Champlain, utilise lui aussi la cartographie pour consigner sa connaissance des lieux visités, mais surtout pour convaincre la cour française de soutenir ses propres projets coloniaux. À la toute fin de ses récits de voyage, qu'il publie 3 ans avant sa mort, en 1632, Champlain inclut un traité de la marine et du devoir d'un bon marinier. À la fois praticien et pédagogue, il communique dans ce traité toute sa science de la navigation mise à profit lors de ses voyages au Canada. C'est vraiment une lecture distrayante, là, je l'ai faite rapidement tout à l'heure. Si vous vous intéressez à la navigation, je vous la recommande si vous avez du temps libre en cette période de confinement. Alban pourra mettre le lien, si ce n'est déjà fait, dans le forum de discussion pour y accéder. On peut y lire ce qu'il faut pour être un bon navigateur. Par exemple, il faut être robuste, dit-il, ne pas être délicat en son manger, ne pas tolérer le blasphème, être sage et prendre conseil auprès des anciens. Il ne faut pas se laisser surprendre par le vin, très important. Il faut se coucher toujours vêtu. Il faut châtier sévèrement les méchants, mais aimer les bons et les gratifier de caresses, etc., etc. Alors, pour le sujet qui nous intéresse, Champlain rappelle qu'un bon marinier doit savoir estimer les distances parcourues, il doit connaître la direction d'un navire et sa vitesse, il doit savoir manier l'arbalestrie et l'astrolabe, 2 instruments qui permettent de calculer la position en latitude. Il doit savoir pointer la position du navire sur une carte aussi. Il doit être muni de plusieurs compas et plusieurs horloges. Surtout, il doit savoir faire des cartes marines. Champlain le dit, et s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Il n'y a rien de si utile pour la navigation que la carte marine. Alors, oui, ces techniques de cartographie
expliquées en long et en large, lui permettent de raffiner son tracé des côtes et plusieurs de ces cartes sont insérées dans ces récits de voyage, notamment les plans que vous voyez à l'écran, représentant le fleuve Saint-Laurent aux environs de Québec et de Montréal. Alors, voici des instruments dont il mentionne l'utilité dans son ouvrage. Vous avez, par exemple, ce qu'il appelle un compas, qui est une sorte de boussole pour connaître la direction d'un déplacement. Un lock, qui est un morceau de bois qui est attaché à une corde graduée de nœuds équidistants et qui permet de mesurer les distances parcourues en mer. Donc, l'objet est jeté à l'eau pendant une période de 30 secondes et en comptant le nombre de nœuds qui défilent, on peut estimer la vitesse du navire. Vous avez aussi l'arbalèstrille ou l'astrolabe pour prendre la hauteur du soleil à midi ou la hauteur de l'étoile polaire et ainsi connaître sa position en latitude. Vous avez le journal de navigation pour noter toutes les observations, ainsi qu'une carte très importante pour noter ses déplacements. Alors, c'est plus tard, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, que la cour du roi se préoccupe un peu plus de la navigabilité et de la cartographie du fleuve Saint-Laurent. L'essor de la colonie dépend de cette voie de transit avec la métropole, lien majeur dans le réseau des routes impériales qui relie entre elles les différentes enclaves coloniales. Mais cette navigation constitue un véritable défi pour les pilotes. Au cœur des préoccupations, il y a de nombreux dangers, écueils, rochers, battures, courants, brouillards et tempêtes qui mettent en péril les entreprises commerciales, l'approvisionnement de la colonie en hommes, en femmes et en vivres. Plusieurs administrateurs coloniaux et navigateurs se plaignent notamment du manque de précision des cartes et cherchent des solutions pour perfectionner cette cartographie. À son arrivée au Canada en 1685, le gouverneur de la Nouvelle-France, de Denonville, fait remarquer au ministre de la Marine que les cartes d'origine hollandaise utilisées par les navigateurs ne valent rien. Alors, des experts locaux et métropolitains sont sollicités pour rectifier la chose. Le commerçant canadien Louis Joliette propose de partager ses connaissances acquises lors de ses nombreux déplacements entre la ville de Québec et ses seigneuries situées à l'embouchure du fleuve, soit dans l'archipel de Mingan et à l'île d'Anticosti. Dans une lettre adressée au ministre de la Marine, Louis Joliette écrit « Ce n'est pas sans raison que de tout temps, ceux qui sont venus dans ce pays de la Nouvelle-France ont appréhendé l'entrée du golfe Saint-Laurent et tous les passages depuis Anticosti jusqu'à Québec. Plusieurs navires envoyés de Sa Majesté, aussi bien que les autres marchands, ont péri dans le dit fleuve, faute de cartes assurées sur lesquelles on pu naviguer. » Ces quelques lignes permettent à Joliette d'introduire une immense carte de l'estuaire du Saint-Laurent depuis Québec jusqu'à Terre-Neuve et qui fait plus de 3 mètres de long, aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de France. Dessinée avec l'aide du cartographe Jean-Baptiste Louis Franklin, elle a été achevée après 46 voyages en barque et en canot, d'après les dires de son auteur. Cette carte ne porte pas la mesure de profondeur des eaux, mais elle comporte le tracé du rivage, les caps, les îles, les battures, les mouillages, ainsi que les trajets à suivre pour éviter les récifs et les hauts fonds. La même année 1685, le roi dépêche un autre cartographe, Jean Deshaies, pour accomplir cette même tâche. Recommandé par l'Académie royale des sciences, c'est un savant polyvalent, à la fois professeur, astronome, mathématicien, auteur de livres sur des instruments scientifiques, qui a participé aux travaux de la Méridienne de Paris, ainsi qu'à des voyages d'exploration scientifique à Gorée en Afrique, puis en Guadeloupe et en Martinique. Dès son arrivée à Québec, dans un état de santé précaire, Deshaies remonte d'abord le fleuve jusqu'au lac Ontario, un périple de plus de 1000 km aller-retour en compagnie du gouverneur de la Nouvelle-France. Les travaux sont faits à la hâte, dit-il. Le cours d'eau est relevé à vue, avec boussole,
et sur l'estimation des distances parcourues, car le cartographe n'a pas le loisir d'arrêter l'expédition pour prendre des mesures plus précises. Les seules haltes sont pour cabaner, il écrit comme ça, la nuit, des arrêts durant lesquels il prend la hauteur des étoiles fixes pour calculer la latitude. Ce voyage exigé par le gouverneur lui permet de dresser une carte avec les lieux habités, les îles, les rivières qu'il croise sur son passage. Il en profite aussi pour dessiner les plans de Trois-Rivières, de Montréal et du fort Cataraqui. Ce sont d'ailleurs parmi les plans les plus anciens de Montréal et de Trois-Rivières. Durant l'hiver, il parcourt en raquette la rive sud du fleuve et l'île d'Orléans, comptant chacun de ses pas pour calculer la distance parcourue. L'année suivante, équipé d'une barque et d'un canot d'écorce, il longe la rive nord du fleuve jusqu'à cette île et l'île d'Anticosti. Pendant une période d'au moins 5 mois, Des récolte le plus de données possibles utiles à la navigation. De façon quasi systématique, il sonde le fleuve pour en connaître la profondeur aux endroits critiques. Il mène en accéléré les premiers travaux de triangulation à grande échelle, jamais exécutés à l'extérieur de l'Europe, du moins à mon avis, où d'ailleurs, de tels travaux étaient pratiquement inexistants sur mer. L'exploit est tout à fait notable étant donné les conditions de travail difficiles dans lesquelles ils sont menés. Alors, le principe de la cartographie par triangulation avait été expérimenté par Des quelques années plus tôt en France avec une équipe de spécialistes dirigée notamment par Jean Picard. Alors, l'idée qui est bien connue là aujourd'hui des arpenteurs de profession, c'est de trouver des points de repère qui sont visibles de très loin, à partir desquels on peut former des triangles sur papier. Si on connaît la longueur du côté d'un triangle, puis ensuite la mesure des angles de ce même triangle, on peut déduire la distance de tous les côtés du triangle et on peut se déplacer ensuite pour trouver de nouveaux points de repère et répéter l'opération aussi souvent que possible. Vous avez un exemple à l'écran, c'est tiré justement des travaux de triangulation pour l'établissement de la Méridienne de Paris, donc qui a précédé les travaux de Des au Canada. On y voit, j'essaie de voir, oui, en haut à gauche, vous voyez, c'est écrit Notre-Dame de Paris. Donc, on est vraiment en hauteur quand on est dans le clocher de la cathédrale, d'où on peut voir, par exemple, Montmartre, il y a l'Observatoire, et d'autres clochers qui sont dans des villages avoisinants. Pour procéder, Des utilise les instruments et l'équipement suivant. Le demi-pied de Roy, qui est sa mesure de référence, sa mesure de base, à partir de laquelle il fabrique un galon de fil de 10 toises de long. Il enduit le galon de fil de fer, là, de cire, pour éviter pour qu'il soit insensible aux variations d'humidité. Pour observer la hauteur des astres et pour prendre la mesure des angles de ces triangles à plat sur le terrain, il utilise son instrument qu'il nomme planchette de bois, dont on peut voir le croquis au centre de l'image. C'est un instrument de 9 à 10 pouces de diamètre avec un limbe de laiton et 2 lunettes pour pinule. C'est vraiment une innovation technologique là, pour l'époque. Des se déplace ainsi de cap en cap avec une barque et un canot d'écorce. Il est accompagné de matelots et il prend les mesures nécessaires à l'établissement des triangles. Le problème toutefois, c'est que le Canada, comme c'est écrit à l'écran, là, est un pays couvert et encore peu habité et il fournit peu d'objets commodes pour pointer les alignements, comme sont les maisons, les tours et les moulins à vent qu'il pouvait retrouver en Europe. Cette difficulté, jointe à celle de la grande largeur du fleuve qui empêche de pointer vers l'autre rive, oblige Des à viser les sommets de montagnes éloignées, qui est souvent une cause d'erreur et d'imprécision. Afin de s'assurer un positionnement exact en latitude, il prend de temps à autre des mesures de hauteur de l'étoile polaire la nuit, ce qu'il fait lors de cabanage, je répète l'expression, par beau temps. Et pour contrer le vent,
il monte une sorte de petite tente avec la voile de son bateau et dans laquelle il observe le ciel là, par une petite ouverture dans sa tente. Un autre défi d'ordre épistémologique, je dirais, se pose à lui alors qu'il veut distinguer ses propres relevés, ce qu'il a pris lui-même, ce qu'il a observé, de ceux pris par ses matelots ou d'autres personnes ou d'autres navigateurs. Alors, cet apport est l'apport des matelots là, est un atout pour lui. Ça lui permet d'aller plus vite alors que le temps est compté. Il y a tout l'été là, pour faire un maximum d'observations. Par contre, c'est un peu une source d'inquiétude pour lui. C'est un savant, un scientifique. Il veut être vraiment certain de la validité des mesures qui sont prises. Donc, il émet un doute parfois de ce qui est pris de ses matelots et il les soupçonne même des fois de vouloir les tromper volontairement. Donc, ça, je ne sais pas exactement pourquoi. Day propose ainsi des éléments visuels distinctifs pour distinguer ce qui n'est pas de lui. Dans ses cartes manuscrites, ce qui est à l'encre provient de ses observations et ce qui est au crayon provient d'autrui. La difficulté devient plus aiguë au moment de publier la carte. Parce que la distinction là, du crayon mine versus la plume et l'encre, ça ne convient plus. Et Day propose donc d'appliquer des rehauts de couleur jaune aux rives ou aux sondes qu'il n'a pas observées. Dans la carte de Day qu'il publie en 1715, l'éditeur Nicolas Defer conserve la légende mentionnant la signification de la couleur jaune, mais aucun des exemplaires publiés n'a cette couleur. Day étant décédé depuis quelques années déjà, l'éditeur n'avait pas en main l'information qui se trouvait conservée ailleurs que sur la plaque gravée. De toute évidence, ce renseignement sur la provenance des données, si crucial pour son auteur, n'avait plus d'importance pour l'éditeur et pour ses clients. Alors, je ferai une pause ici, Alban. Oui. Je ne sais pas si tu as eu des questions. Alors, on a reçu une question que je ne suis pas certain de comprendre moi-même, mais peut-être que toi, tu vas comprendre. Y a-t-il un lien entre le loch et les nœuds, entre parenthèses, mesure de la vitesse sur mer? Oui, le lien, en fait, le loch est composé d'une planchette de bois avec une corde et avec des nœuds. Cette corde comporte des nœuds équidistants. Comme je le disais, le bateau avance, la planchette de bois est lancée à l'extérieur du navire. On a un sablier qui compte donc 30 secondes et on compte le nombre de nœuds qui passent. Évidemment, plus on va vite, plus on va compter, il va plus y avoir de nœuds. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on mesure la vitesse, il me semble que c'est la vitesse du vent où on a des mesures en nœuds et que l'expression est toujours restée là, dans le domaine nautique. Donc, effectivement, oui, le loch, c'est composé d'une corde avec des nœuds. Je ne sais pas si je réponds à la question. Tu réponds parfaitement, je n'avais pas compris oui. Parce que pour moi, le loch, c'était un lac écossais. Ah. On nous demande également quelle est la longueur en mètres entre chaque nœud d'un loch. Si, non, je n'allais pas par cœur. Non, tu ne connais pas par cœur. Non, mais ça, on pourra toujours revenir auprès de la personne. Zut, je me suis fait avoir. Par contre, ce que je peux dire à ce sujet, c'est qu'il y avait quand même des préoccupations parce que ce n'était pas une longueur qui était établie uniforme chez tous les navigateurs. Et c'était un grand souci de ceux qui avaient justement cette sensibilité à la rigueur scientifique des données et qui souhaitaient établir une norme justement de distance entre les qui soit pas internationale, si on veut utiliser de tous. Donc, c'est en discussion dans la première moitié du 18e siècle. Mais des gens plus ferrés que moi en histoire de la navigation auraient la réponse immédiate. Mais c'est une information que je pourrais trouver dans les prochains jours. Alors, on a des questions extrêmement pertinentes, là, plusieurs de suite. On a vu une carte des Amériques de 1601. Est-ce qu'on sait qui a fait le relevé sur le terrain en bateau?
On ne peut pas savoir précisément. Euh, avant, avant Champlain, entre les expéditions de Jacques Cartier et de Champlain, il y avait quand même des Européens qui fréquentaient le fleuve Saint-Laurent. Il y avait des Basques, des Normands, des Bretons, des pêcheurs essentiellement, mais aussi des trafiquants qui étaient intéressés par les peaux, les fourrures. Donc, je crois que Gravé Dupont, 1601, je crois qu'il y a, en 1600, on établit le poste colonial à Tadoussac, si mon souvenir est bon. Donc, a peut-être participé à consigner, à décrire le fleuve Saint-Laurent, rapporter les informations à Dieppe, où elles ont été colligées avec toutes les autres informations qui provenaient, parce que c'est une carte de l'Atlantique, donc qui ne concerne pas uniquement le fleuve Saint-Laurent. Donc, mais il n'y a pas de, il y a rien qui explique malheureusement comment on a construit cette carte, quelles étaient les sources du cartographe. On sait qu'il y a quelques expéditions portugaises aussi, puisqu'on peut voir sur certaines cartes, comme celle de Diogo même, conservée à la British Library, que les Portugais avaient beaucoup d'informations sur, mais plus autour de Terre-Neuve, pas tellement dans le Golfe lui-même. Terre-Neuve. Pour le fleuve, oui, c'est vrai, plus le golfe Saint-Laurent, je dirais. Mais effectivement, la carte de 1547, c'est pas écrit rivière de Canada ou fleuve de Canada, c'est Rio do Canada en portugais. On a une autre question ici. On nous demande jusqu'à quel point les pêcheurs et commerçants locaux canadiens utilisaient ces cartes. C'est une bonne question. On parle plus des cartes de D, probablement, puisque... Oui. C'est une bonne question. Qui est très difficile à répondre. En fait, la suite de ma présentation pourrait y répondre en partie seulement. Je l'évoque, je vais l'évoquer un peu plus tard. Donc, je vais me laisser la primeur un peu plus tard, mais je dirais que peut-être pas les travaux de DM, mais un peu plus tard, il y avait des cartes qui étaient laissées à Québec et qui pouvaient être consultées par les navigateurs locaux, mais je vais vraiment en parler plus tard. Très bien. On nous fait remarquer également qu'un demi-pied de roi, c'est court. À quoi est-ce que ça servait exactement, le demi-pied de roi que tu as montré à l'écran? Tu peux le multiplier. Donc, après ça, c'est ton étalon de base. Puis ensuite, tu juxtaposes ta mesure pour faire une autre mesure, la toise, donc qui était son galon de fer, là, fil de fer, pardon. Donc, c'est vraiment pour avoir un étalon de base et pouvoir comparer avec ce qui était utilisé, normé en Europe, en France. Quelqu'un nous précise qu'un nœud équivaut à une mille marina à l'heure et une mille marina égale 1852 mètres. Merci beaucoup. Les mesures qu'on cherchait. Oui. Alors ça, c'est peut-être plus une question de référence assez précise. On nous demande, je remarque près de Baie-Saint-Paul une représentation de ce qui semble être le mont des éboulements, avec sa forme très caractéristique qui permettait fort probablement de pointer. Oui, effectivement, c'est une constante, je dirais, dans les cartes marines. C'est-à-dire, on veut pas seulement savoir ce qu'il y a dans le fleuve, là, les îles et le contour des rivages ou la profondeur du fleuve, mais on veut savoir aussi ce qu'il y a à l'extérieur du fleuve, le long, qui vont servir de point de repère. Donc, les mamelles de Matane qu'on connaît bien, Alban. Sinon, ce qui a été mentionné par la personne aussi, probablement que je n'ai pas un souvenir précis, là, mais effectivement, ce sont des points de repère, ces montagnes-là, pour les navigateurs, et savoir à peu près à quel endroit ils sont. Et pouvoir faire des mesures plus précises aussi. Merci. Quelqu'un qui est allé consulter Wikipédia pour préciser que dans la marine française, les nœuds étaient espacés de 47 pieds et demi, soit 15 mètres et 43 centimètres, et le sablier est talonné sur une période de 30 secondes. Excellent. Ah, alors ça, c'est une question intéressante puisqu'on s'est déjà livré, toi et moi, à l'exercice.
Si on superpose une carte moderne en rapport avec ces cartes anciennes, quelle précision peut-on leur attribuer? Mhm. Effectivement, c'est une question intéressante. J'avoue que je ne le fais pas souvent parce que je souhaite, dans ma démarche, c'est plutôt, je préfère voir comment on a évolué, pas par rapport à une situation réelle, mais par rapport à la situation de l'époque. Donc, évidemment, on n'avait pas de GPS à l'époque, il n'y avait pas d'image satellite, et on faisait avec les instruments de l'époque, ce qui était très bien vraiment pour l'époque. Donc, on a moins de précision, certainement. DL a dit il a passé très, très vite là, pour arriver jusqu'à cette île. Il n'avait pas le temps d'aller dans la précision, dans la dentelle, parce que ce n'était pas nécessaire pour lui. Donc, il y a une évaluation à faire quand on est cartographe, jusqu'à quel point on veut aller dans cette précision, à quel point ça va être utile. Donc, c'est pour ça que la comparaison avec les cartes d'aujourd'hui, elle peut être un peu trompeuse, si on veut. Mais disons que c'est ça. Je suis un peu ambivalent face à cette question. Je ne sais pas, toi, Alban, qu'est-ce que tu répondrais? Oui, pour aller dans ton sens, je dirais qu'on ne cherche pas à avoir une représentation purement euclidienne, presque une photographie un peu codifiée du territoire, mais ce que cherche DE, c'est à connaître principalement les voies et les obstacles. C'est essentiellement à des fins pratiques qu'il cartographie, et puis le souci de fidélité globale passe peut-être après l'aspect purement pratique. Par où on passe, par où est-ce qu'on ne peut pas passer? Mhm. Exact. Mais on le voit sur je l'ai montré sur les premières cartes, là, celle du 19e et celle du 20e siècle. Il y a beaucoup plus de sondes qui ont été prises parce qu'il y avait des moyens supplémentaires là, dans les siècles qui ont suivi pour justement raffiner cette cartographie, l'enrichir et la rendre un peu plus précise. Le volume des navires a augmenté avec le temps. Donc là, ça devient plus difficile à passer. Le fleuve, qui est, comme je disais, qui est pas évident, surtout à certains endroits, que ce soit près d'Anticosti, mais surtout près de l'île d'Orléans. Donc, si on a un fort tonnage, là, les routes se rétrécissent, là, ou les possibilités se rétrécissent. Donc, d'où l'importance d'ajouter de nouvelles mesures, donc au 19e et au 20e siècle. Et puis là, après, avec l'apparition de d'autres moyens technologiques, évidemment, là, ça vient encore donner une précision supplémentaire là, à la cartographie. Merci. C'est une autre question. Est-ce qu'on sait d'où vient le nom pied de roi? Est-ce que c'est en relation avec un pied de roi au sens propre? J'ai dû le lire il y a quelques années, puis j'avoue que je ne l'ai pas retenu. C'était peut-être un certain Louis ou Henri. Berthe au grand pied paraîtrait logique, mais c'était une reine, pas un roi. On nous demande celle-ci, je peux y répondre, une question technique. J'ai manqué les premiers 10 minutes. Je vois que la conférence est enregistrée. Sera-t-elle accessible en ligne a posteriori? La réponse est oui. Par contre, dans quel délai? Pour l'instant, on ignore pour des raisons techniques, mais oui, nous avons l'intention de la rediffuser. Non, probablement dans une semaine à peu près. OK. Une autre question. Avez-vous étudié la toponymie? Et à quel moment est-ce qu'elle a été fixée, dans le sens peut-être plus ou moins définitif? Mais la toponymie, ça évolue quand même avec le temps. Il y a certains toponymes qui vont rester. L'île aux Coudres, l'île d'Orléans, c'est des termes qui sont apparus avec Jacques Cartier et qui existent encore aujourd'hui, là, presque 500 ans plus tard. D'autres vont apparaître, disparaître. Donc, il y a une certaine mouvance dans la toponymie, mais c'est super intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis des années. Quand j'ai un peu de temps, je vais alimenter un beau tableau Excel que j'ai partagé à Alban, où on voit, où je recense les toponymes sur les cartes géographiques pour justement comprendre la genèse des cartes. C'est sûr que les toponymes sont des très bons indices pour ça.
Et donc, sur une carte qu'on a analysée ensemble, Alban et moi, ça a été pratique justement de pouvoir faire une comparaison des toponymes qui apparaissent sur la cartographie parce que les cartographes se copient entre eux, s'inspirent. Et donc, ça permet effectivement de voir cette genèse de la construction du savoir géographique. Et j'ai comme pour ambition, s'il y en a qui s'intéressent, là, vous pourrez communiquer avec moi, mais de construire une très grande base toponymique là, sur la Nouvelle-France à partir de ces cartes géographiques et à partir de sources textuelles également. J'ajouterais que la toponymie, c'est aussi une sorte de revendication de la possession du territoire. Si on donne un nom, pour parler de la Nouvelle-France, si on donne un nom français à un lieu, c'est bien pour montrer qu'il appartient au Royaume de France et pas à celui d'Angleterre. Et malheureusement, bien sûr, les autochtones ne sont pas pris en compte dans ce processus. Est-ce qu'il y a une mention de projection sur les cartes des... Non. Je peux me tromper, là, je suis à peu près sûr à 90%, mais en fait, on peut la déduire, cette projection-là, de la grille des longitudes et des latitudes. Est-ce qu'elle est équidistante? J'avoue que j'ai passé cet aspect-là rapidement, mais j'ai l'impression que c'est équidistant, donc une projection toute simple. J'ai oublié le nom là, de cette projection-là. Mais il n'y a pas on n'a pas de courbe là, dans les lignes des longitudes, des méridiens, c'est bien ça, des longitudes, des mesures de longitude et de latitude. Donc, une nouvelle question à propos des projections. Est-ce qu'elles sont différentes entre ces cartes et celles d'aujourd'hui? Ah, mais aujourd'hui, on peut donner la projection qu'on veut. Mais il y a avec les cartes actuelles, effectivement, là, c'est une bonne remarque, là, des projections particulières qui font que les cartes sont plus précises. Je suis plus familier avec les cartes de la Nouvelle-France et moins avec celles du 20e siècle. Mais effectivement, on travaille avec des projections différentes. C'est une bonne remarque. J'ajoute simplement que la mapmonde standard, telle qu'on se la représente le plus couramment, c'est la projection de Mercator. Enfin, une version légèrement modifiée d'ailleurs de la projection initiale de Mercator qu'il avait créée en 1569. Merci. Est-ce que les cartes mentionnaient des aides à la navigation? Courant, effet de vent? Je sais que tu vas parler de l'amiral Bayfield, alors peut-être qu'on peut garder ça pour plus tard. Oui, ben, je ne vais pas parler de Bayfield. Tu ne vas pas parler de Bayfield, non, on reste à la Nouvelle-France. Tu pourras compléter, mais effectivement, une carte à elle seule suffit difficilement. Donc, mais ça, je vais le mentionner plus pour les navigateurs du 18e siècle. Des aides à la navigation, c'est un complément indispensable. Pareil au début du 19e siècle, quand l'amiral Bayfield entreprend ce grand chantier de 14 ans pour cartographier le fleuve Saint-Laurent de long en large, il produit en même temps, bien sûr, un guide des pilotes qui indique bien des particularités du fleuve Saint-Laurent et notamment cette dangerosité parmi d'autres qui est que le brouillard se lève de manière extrêmement rapide et qu'il est aussi très opaque et très rapidement. Et un danger auquel les navigateurs doivent rester alertes. Alban, je suis vraiment content qu'il y ait plein de questions. Beaucoup de questions, oui. Le problème, c'est qu'on n'y arrivera pas dans notre temps. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer. Puis on pourra, s'il y a des questions qui sont toujours pertinentes pour la seconde partie. Donc, je poursuis j'étais rendu avec cette carte d'un certain Blaise Villon, que je ne connais pas, je n'ai pas vraiment étudié, mais sa carte, elle est intéressante parce qu'elle témoigne du fait que, si la cartographie de Deshaies se démarque pour sa précision et ses détails, elle semble tomber dans un certain oubli, assez peu connue, somme toute, hors des milieux savants.
Voilà, ici, c'est vraiment oblitéré. Là, on est en 1699, donc après les travaux de Deshaies que j'ai mentionnés. D'autres navigateurs font usage de leur propre carte, comme celle-ci, qui est dressée par un membre de la famille des pilotes Chavito, dont la précision n'atteint pas la cartographie de Deshaies. Et là encore, on est en 1700, on est un peu plus tard, en 1718, ici en 1720. Ce dessin d'un officier de marine est un autre bon exemple de carte en usage. La représentation cartographique est intéressante, a priori, pour la précision des routes décrites dans les passes les plus difficiles avec des mesures de sonde, mais elle est également déstabilisante car l'auteur a joint deux portions distinctes et éloignées. Donc, à l'ouest, c'est la traverse des environs de l'île d'Orléans et à l'est, les abords de Tadoussac et de l'île Verte, sans aucune stratégie graphique pour marquer la discontinuité, en omettant ainsi la portion centrale qui était considérée moins dangereuse. Évidemment, cette carte n'est pas conforme aux standards préconisés par les géographes et les hydrographes de profession. Si cette carte et d'autres similaires offrent une connaissance géographique de base, elles sont aussi contestées. Le commandant Voutron est probablement de ceux qui s'en font les plus virulents critiques. Pour l'officier qui a navigué vers Québec à de multiples reprises, les Français ont une très piètre connaissance du fleuve. Ils sont comme des étrangers chez eux. Aucune autre région ne lui a donné autant de cheveux blancs. Nulle part ailleurs on ne risque autant. C'est un tourment continuel de corps et d'esprit, un véritable labyrinthe semé de précipices. Alors les mots sont forts. Je les adore, là, mais il a aussi écrit « Il n'y a pas une seule carte fidèle. Par mauvais temps, on y est dans une double obscurité. » Alors, cette métaphore de l'obscurité est un emprunt à peine voilé au titre d'un atlas néerlandais alors en vogue et lui sert à introduire sa proposition de remède destiné aux navigateurs plongés dans les ténèbres, soit un grand projet de cartographie du fleuve Saint-Laurent. Il propose de faire partir de France 2 frégates, l'une qui longe la côte nord, l'autre la rive sud, avec plusieurs pilotes à bord et tout ce qui convient à la cartographie. Les 2 frégates se rejoindraient en septembre avant de retourner en France avant la fin de l'année. Alors, malgré l'insistance de Voutron, ces projets laissent indifférent la cour du roi. Mais il y a une conjoncture particulière qui favorise des investissements importants un peu plus tard, dans les années 1730. Et là, je parle ici des naufrages successifs du Chameau, près de Louisbourg en 1725, puis de l'Éléphant, près de Québec en 1729, qui sont vraiment des événements traumatisants, je crois. Si vous avez une carte là justement qui représente le prompt secours, comme on le disait, du navire l'Éléphant. Et ces naufrages convainquent les autorités d'investir à nouveau dans la production et la diffusion de nouvelles données géographiques. À Québec, à partir de 1731 et pendant une décennie, un acteur colonial, le capitaine de port Testu de la Richardière, s'embarque sur une goélette du roi afin de parcourir le fleuve et observer toutes les remarques nécessaires pour sécuriser la navigation. Lui et les pilotes apprentis qui l'accompagnent doivent dresser un journal de leurs observations qu'ils remettent à l'intendant au retour à Québec. À chaque année, des observations sont faites, toujours un peu plus loin en aval, jusqu'à Gaspé, jusqu'à Terre-Neuve, jusqu'à l'île Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est l'île du Prince-Édouard. Il y a donc une intense période d'exploration du fleuve et du golfe Saint-Laurent pendant presque 10 ans, sorte de réaction scientifique musclée à la crainte des naufrages. Tout un programme d'exploration du fleuve Saint-Laurent a été coordonné depuis Québec par un navigateur d'expérience sous les ordres des autorités coloniales, avec l'approbation de la Cour et le soutien de jeunes pilotes basés à Rochefort, à qui on comptait transmettre les connaissances nécessaires pour pérenniser ce savoir et l'inscrire dans la cartographie. À l'inquiétude exprimée par les spécialistes de la navigation, l'État répond également
en créant une nouvelle entité administrative qui aura une longue vie, le dépôt des cartes et plans de la marine. À ses débuts, ce dépôt n'est pas voué à devenir un centre de production cartographique. Il s'agit surtout de recueillir et de mettre en ordre les documents nouvellement reçus et de pouvoir mieux repérer et copier des pièces d'archives pertinentes pour les campagnes à venir, partout où les navires français sont appelés. Une expertise cartographique se développe assez rapidement par ceux qui commettent ces copies, principalement Philippe Buache et Jacques-Nicolas Bérin. Voici en résumé comment circule l'information. Au retour d'une campagne, le commandant de vaisseau expédie au secrétaire d'État à Versailles son journal et les cartes de sa navigation ainsi que des remarques particulières qu'il aura faites. Le secrétaire d'État transmet ensuite ces documents au dépôt à Paris. Le personnel du dépôt en fait des copies, renvoie les originaux du journal au secrétaire d'État pour qu'il le dépose ensuite au bureau du contrôle de la marine à Rochefort. Les cartes sont quant à elles conservées au dépôt des cartes et plans, mais des copies sont faites, destinées aussi au bureau du contrôle de la marine où les officiers pourront les consulter et en faire des copies pour les prochaines campagnes. C'est assez complexe comme vous pouvez le voir. En dépouillant les journaux de navigation, les cartographes de Paris perfectionnent les cartes qu'ils produisent. Ils notent leurs incertitudes dans des instructions particulières fournies aux commandants de vaisseau afin que ceux-ci puissent y prêter attention. L'un d'entre eux, le commandant de l'Estenduaire, répond aux questions qui lui sont posées et il produit également sa propre cartographie lors de 2 campagnes en 1730 et 1732. À son retour à Rochefort, il supervise le débarquement du chanvre, du goudron, des madriers de bois, puis s'empresse d'envoyer au ministre Maurepas son journal de navigation, un mémoire pour parvenir à une meilleure connaissance du fleuve, ainsi que 2 cartes, l'une du golfe Saint-Laurent et l'autre du fleuve Saint-Laurent. Ces documents suivent la trajectoire bien établie, Rochefort, Versailles, Paris, Versailles, Rochefort, étant au passage copiés au dépôt des cartes et plans avant de rejoindre leur destination finale. Plusieurs copies subsistent de cette carte en provenance du dépôt. Vous voyez à l'écran, là, il y a un carroyage. Mais en fait, on retrouve ce carroyage vraiment sur plusieurs de ces cartes, qui est vraiment une preuve tangible de l'usage étendu de la recopie manuscrite au dépôt. De la main de Buache, cette carte est une copie presque à l'identique de celle de l'Estenduaire. On y trouve quelques petites erreurs de retranscription, mais l'essentiel pour le lecteur marin est conservé intact. Le tracé des côtes, la localisation des récifs, les sondes, les lignes de mire dans les zones périlleuses. L'apport de Buache consiste surtout à situer le dessin dans une grille de longitude et de latitude, fournissant ainsi un vocabulaire nouveau aux marins du Saint-Laurent. Il est à noter que la carte de l'Estenduaire est également copiée dans la colonie, justement, pour un usage local. Donc ça, il y a vraiment un témoignage écrit qui atteste de cette pratique. Enfin, l'Estenduaire reconnaît avoir interrogé les pilotes locaux et avoir fait usage d'anciennes cartes pour dresser la sienne, fort probablement, entre autres, celle de Jean Déhay. Dans les archives, on trouve trace des instructions royales expédiées quelques années plus tard à un commandant en voie de partir pour Québec. Appelé à bien noter ses observations, il reçoit avant son départ 4 cartes, un mémoire et un modèle de journal. Alors, sans dévier de sa mission première, qui consiste à mener rapidement son navire à bon port, ça c'est vraiment le plus important, le navigateur est également invité à répondre aux questions posées par les cartographes parisiens. Alors ça, ici, c'est l'une des 4 cartes qui est dressée au crayon à mine. Pourquoi au crayon à mine? Bien, c'est tout simplement pour que le navigateur puisse la rectifier lui-même sur les lieux. Et ici, vous avez un modèle de journal qui était imposé et qui vise à faciliter la collecte et le traitement des données rapportées en quantité croissante par les navigateurs. Donc, il y a comme une transformation ici du journal en tableau à colonnes
et qui a pour objectif de faire ressortir parmi la masse de renseignements fournis, ce qui est vraiment le plus utile pour la confection des cartes, soit les distances parcourues, l'orientation de la route, les latitudes, les longitudes, les variations de l'aiguille, etc. Donc, ce modèle imposé n'a pas d'emblée reçu les faveurs des navigateurs qui craignaient de ne pas être en mesure de bien noter toutes leurs observations, mais ceux-ci se voient obligés d'y adhérer par le ministre de la Marine. Le dépôt aura donc réussi à imposer ses vues sur les pratiques d'un corps de marine récalcitrant en infléchissant, si on veut, la forme des journaux qui étaient sa source principale, outre les cartes géographiques. Outre cette uniformisation à la collecte, le dépôt impose également un nouveau format de diffusion des données via une matrice cartographique désormais uniforme, conçue de sorte que les agents de l'État puissent la réutiliser et l'augmenter par de nouveaux renseignements géographiques, qu'ils soient ajoutés dans la colonie ou après analyse dans la métropole. Ainsi, à chaque campagne, de nouvelles remarques sont formulées sur la navigation, continuellement enrichies des observations de terrain consignées pour être rapidement réutilisées. Cette carte à l'écran en témoigne, elle n'est ni datée, ni signée, tu la connais bien, Alban, mais elle est une copie presque à l'identique des cartes produites au dépôt des cartes et plans de la marine dans les années 1730 et 1740. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est une carte qui a été acquise par BNQ il y a quelques années, je pense qu'il y a 4 ans, et elle a fait l'objet d'un reportage à l'émission Découverte en 2018. Donc, je crois qu'Alban pourra mettre le lien vers le reportage pour ceux que ça intéresse. C'est fait. Merci. On assiste ainsi, par l'examen des pièces d'archives, à la construction longue et méthodique de la cartographie du fleuve Saint-Laurent. Cette construction fait appel à 3 pôles dans un va-et-vient sporadique de l'information géographique. Les experts locaux qui approfondissent le savoir sans être pressés par les obligations du transport transocéanique et qui consignent le tout à Québec. Les commandants qui sont en mouvement sur l'océan et le fleuve Saint-Laurent et qui rapportent leurs connaissances à Rochefort. Enfin, les cartographes du dépôt des cartes et plans de la marine qui coordonnent l'enrichissement des connaissances à Paris, le tout sous la supervision du secrétaire d'État de la marine à Versailles. Voilà, donc je pensais vous parler un peu de la suite concernant l'impression des cartes, mais je pourrais en parler pendant la période de questions. Donc, ce que je propose, c'est que tu continues en rafale les questions qui t'ont été posées, Alban. Puis, si jamais il n'y a pas de questions là-dessus, je pourrais enchaîner, là. Mais sinon, ça fait le tour de la question. Du sujet. Alors, nous avons une question assez précise, mais tu connais peut-être la réponse. Pendant tout le régime français, la route maritime d'approche vers Québec longeait la rive nord depuis l'île aux Coudres, puis passait la traverse, juste en aval de l'île d'Orléans, pour enfiler jusqu'à Québec au sud de l'île. Pourtant, au tournant du XVIIe siècle, vers 1690, des marins locaux comme Amiotte et Vincelot, appuyés même par le moine d'Iberville, ont montré l'existence d'un chenal naturel au sud de l'archipel de Montmagny. Même l'hydrographe Deshaies connaissait, semble-t-il, ce chenal du sud. Pourquoi ces révélations n'ont-elles pas eu de suite? Aucune idée. Mais effectivement, la personne qui nous écrit a tout à fait raison, c'est bien expliqué. Et vous pourrez le voir là, sur les cartes de Jean Deshaies. À mon souvenir, ce parcours-là, ce trajet est bien inscrit. Je ne me souviens plus, par contre, sur la carte de Joliette si le trajet y est également. Mais pour quelle raison? Peut-être du fait que justement le tonnage des navires a augmenté avec les années et qu'il devenait moins praticable. Il y avait peut-être d'autres difficultés, mais j'avoue là, mon ignorance de la question. Je n'ai pas vu de source qui en parlait spécifiquement. On nous signale que en fait, le dépôt de la marine est devenu le service hydrographique et océanographique de la marine et qui fête cette année leur 300e.
Une belle Et précision, effectivement. oui, une autre question, les périodes de guerre ont-elles vu une plus grande production de cartes? Hmm. Oui, mais on n'est pas nécessairement dans les cartes marines précises. C'est la nuance qui est importante sur le type d'information qu'on veut véhiculer dans la cartographie. Puis c'est une bonne question pour enchaîner sur une finale. Les cartes françaises, on a tendance à les comparer avec les cartes britanniques qui ont été faites après la conquête. Il faut faire attention. C'est intéressant de faire cette comparaison-là, mais il faut faire attention. Un des grands soucis des Français à l'époque de la Nouvelle-France, au 18e siècle, c'était justement de véhiculer des informations sensibles auprès de l'ennemi. Donc, si on commence à publier des cartes très précises, le fleuve Saint-Laurent, là, c'est vraiment un rempart de la colonie, là, très dangereux, difficile à naviguer. Il fallait des pilotes qui connaissaient le fleuve. Si les Britanniques voulaient assiéger la ville, devaient s'emparer de pilotes locaux, des soudoyers pour pouvoir approcher la ville. Donc, diffuser, c'était se tirer une balle dans le pied, si on veut, diffuser de l'information géographique précise. Donc, c'est la raison pour laquelle, et Belin le dit à mots couverts dans ses publications, il dit je pourrais vous publier une belle carte très précise, mais je ne le ferai pas pour cette raison-là. Il va le faire une fois que la Nouvelle-France est tombée entre les mains des Britanniques. Et là, j'ai oublié de la montrer, j'avais promis à des collègues de le faire. Une belle carte qu'on a en collection, justement, 1761, donc après la conquête de la Nouvelle-France, Belin publie une carte précise avec toutes les données qu'il avait pu accumuler là, depuis une trentaine d'années. Mais sinon, effectivement, dans un autre registre, pour ce qui est de cartes plus petite échelle, où on souhaite souvent, les cartographes se font une lutte avant une véritable lutte armée. Ça, on peut le constater, par exemple, pour la guerre de 7 ans. Il y a une kyrielle de cartes qui sont imprimées dans un souci de propagande. Ce territoire-là appartient au Royaume de France. Non, il appartient au Royaume britannique. Et donc, il y a une sorte de combat pour convaincre l'opinion publique qui pouvait exister à l'époque. Donc, une lutte acharnée, parfois, entre cartographes avant une véritable lutte armée. Et pour souligner l'enjeu que représentent les cartes, j'ajouterais qu'après la conquête, quand les officiers français ont été rapatriés et ils n'ont pas pu l'être sans qu'avant toutes leurs cartes soient confisquées par le vainqueur britannique. Mm-hmm. À propos de la question de tout à l'heure sur le passage du Sud, on nous dit que le Sud fut négligé car très étroit et qu'il y a un très fort courant à la traverse de Saint-Roch. Okay. Concernant les cartes en temps de guerre, est-ce qu'il y a eu de fausses cartes publiées pour tromper l'ennemi? Pour tromper l'ennemi. J'avoue que j'en ai pas vu de traces dans les collections, dans les archives que j'ai vues. Donc, une sorte de fake news cartographique de l'époque, là, du 17e au 18e siècle, en vue spécifique de tromper l'ennemi. J'en ai pas vu pour la cartographie du fleuve Saint-Laurent. C'est pas nécessairement dans le but de tromper l'ennemi, mais c'est dans le but de convaincre. Et là, on fait appel à une cartographie où, comme tu le disais, Alban, on va inscrire des toponymes français sur des territoires pour se les approprier. On va mettre en valeur des expéditions françaises, des établissements, n'importe quel établissement qui va aider aux prétentions françaises ou britanniques ou autres puissances impériales. Donc, va servir. Donc, la source cartographique ici, et des fois, parfois, les cartographes, jusqu'à quel point ils sont de bonne foi ou de mauvaise foi, c'est à voir. Mais ils sont vraiment ils sont un peu déchirés, les cartographes du 18e siècle. On est
au siècle des Lumières. Ils souhaitent refléter la réalité, la vérité, l'objectivité. Mais de notre côté, ce sont des cartographes qui souvent travaillent pour la couronne, pour le roi, qui sont au service du pouvoir établi et qui doivent donc répondre et ne pas tracer des lignes qui vont aller à l'encontre de prétentions territoriales ou d'enjeux diplomatiques particuliers. Et j'ai un blanc, je crois que oui, non, excusez, ça me revient. Par exemple, le cartographe Bourguignon d'Anville, dans les années 1750, doit modifier sa carte d'Amérique du Nord parce qu'il a eu le malheur de faire tracer une frontière à un mauvais endroit et donc s'empresse de retravailler la plaque gravée et de réimprimer avec une frontière différente. Et donc, pour que la carte ne puisse pas nuire. Mais tout ça, il l'a fait après avoir reçu la visite d'émissaires de l'État qui sont venus le convaincre de modifier sa cartographie. Merci Jean-François. Alors, il y a beaucoup d'interventions, tout le monde peut les lire d'ailleurs. Peut-être une dernière question, parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Une question qui porte sur la Nouvelle-France, mais qui aussi un peu s'inscrit dans l'ensemble de l'histoire de la cartographie. Outre les cartes de navigation, pardon, est-ce qu'on trouve des cartes thématiques, le couvert forestier, l'agriculture, etc., à cette époque? Oui, mais c'est toujours pas énormément, mais c'est toujours dans une optique coloniale, si on veut. On veut, par exemple, exploiter les ressources de bois. Donc, on cherche à savoir quel type de bois il y a sur le territoire. Donc, des ingénieurs peuvent être envoyés en exploration sur un territoire donné pour faire cette évaluation qui n'est pas nécessairement systématique, si on veut, mais qui est pour viser, qui a des visées utilitaires, bien entendu. Donc, ça, c'est un exemple que je peux donner. On a cette indication-là, par exemple, sur une carte qui a longtemps été attribuée à Vachon de Belmont, mais qui est véritablement, je crois, de Catalogne. J'ai un blanc. Et donc, Gédéon de Catalogne, et sur laquelle il y a justement le type d'arbre sur l'île de Montréal. Tout ça probablement justement avec des visées coloniales et de colonisation du territoire. Sinon, j'ai vu parfois aussi, toujours un peu dans cette optique, on va voir des indications sur des mines, la présence de mines, de fer, de cuivre. Donc, c'est une indication qui intéresse évidemment les explorateurs depuis l'époque de Cartier, depuis le 16e siècle, sur des cartes de l'expédition de Louis Joliette et Marquette au Mississippi. On va faire allusion à des mines également, des cartes associées aux expéditions cavaliers de la Salle aussi. On a une belle carte qui a été publiée en lien avec l'Académie des sciences en 1752, si mon souvenir est bon, où on voit l'emplacement de différents minéraux en Amérique du Nord. Il y a probablement des choses que j'oublie, mais c'est ça. Évidemment, ce n'est pas aussi riche qu'au 20e siècle. Et puis, sinon, il y a tout l'aspect de la présence autochtone sur les cartes d'Amérique du Nord. Les cartes de Franklin, par exemple, sont extrêmement riches, sur lesquelles on voit des rivières, des lacs, donc les aspects de géographie naturelle, mais aussi l'emplacement des peuples autochtones un peu partout en Amérique du Nord et qui étaient connus des Français ou des voyageurs français. Alors, peut-être qu'on peut conclure là. Il y a une proposition un peu d'ouverture, parce qu'on te demande si tu comptes faire une suite au sujet du début du régime anglais. C'était pas dans mes plans, mais on pourra travailler là-dessus, Alban et moi. Là.
s'il y a une demande pour le sujet. C'est les cartes commanditées par l'amiral Murray, hein, dont il existe 5 copies à travers le monde. Oui, tu pourras en parler, Alban, vas-y. 2 à la British Library et une à la Clements Library de l'Université du Michigan. Ce sont des cartes très précises et qui sont vraiment des cartes destinées à recenser la population, les hommes capables de porter les armes, surtout, parce que c'est ça qui inquiète les Anglais, une rébellion. Et ces cartes, pour l'anecdote, ont été, je ne veux pas le développer, ont été faites dans l'urgence parce que le général Murray pensait que les armées de Louis XV reviendraient contre-attaquer et que la victoire n'était que momentanée. Alors, il s'est empressé de cartographier avec la plus grande précision possible le fleuve et les établissements français qui le bordaient. Excellent. Merci, Alban. Une belle synthèse. Et puisque la question revient, oui, il y aura bien une rediffusion, donc probablement la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de BANQ. Parfait, excellent. Donc, est-ce que c'est tout, Alban? Ou, oui, il y a beaucoup de remarques, mais chacun peut les lire. Et puis, c'est des louanges à ton égard. Et, pour la présentation et aussi pour la manière dont on diffuse les cartes dans BANQ numérique, ce qui nous fait bien plaisir. Oui. On s'y attelle. Et on va continuer comme ça pour les prochaines années. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions de référence précises, des suggestions à nous faire. Nous sommes là pour vous aider à votre service. Merci à tous de votre attention. Et puis, à une prochaine. Au revoir. Bonsoir.